Le système immunitaire est notre base militaire interne. Base militaire, donc ça sous-entend que c'est tout un système qui permet à notre corps de se défendre contre toute infection et toute attaque par un pathogène. Alors, pour ce faire, le système immunitaire, il a donc mis en place tout un ensemble de cellules avec des fonctions très particulières et qui travaillent en collaboration. Nous avons les cellules dendritiques ou les monocytes, qui sont en même temps en fait les macrophages, en fonction de leur localisation. Monocytes au niveau du sang, macrophages au niveau des tissus. Il y a le groupe des granulocytes, qui est en fait composé par les neutrophiles, les basophiles et les eosinophiles. Il y a le groupe des lymphocytes, ce sont les cellules T et les cellules B, et le groupe des cellules NK. Toutes ces cellules sont des cellules tueuses et elles ont des spécificités complémentaires. Elles collaborent ensemble pour nous défendre contre tout type d'infection, que ce soit un virus, bactérie, parasite ou même des tumeurs. Comment est organisé le système immunitaire? Il est organisé par une armée de cellules tueuses, comme je viens de montrer. Certaines, elles ont des fonctions, on peut considérer comme des généralistes, macrophages, cellules dendritiques, les granulocytes et les cellules NK. D'autres, par contre, elles ont une fonction très spécialisée, on les considère comme des spécialistes. Donc, il y a les tueuses généralistes et des tueuses spécialistes. En même temps, il est constitué par ce qu'on peut considérer comme en fait des écoles. C'est-à-dire que ce sont des endroits où les cellules apprennent à apprendre ce qui appartient à notre corps, c'est-à-dire ce qui est le soi, pour éviter toute réactivité auto-immune, et ce qui est étranger, le non-soi, donc à savoir un pathogène. Et dans ce cas-là, le thymus, c'est le lieu où ces cellules T vont apprendre à devenir compétentes, et la moelle osseuse où les cellules B vont apprendre à être compétentes. Une fois qu'elles ont donc appris à reconnaître le soi du non-soi, là, elles ont le permis de circuler au niveau du corps. De même, il y a ce qu'on peut considérer comme des petites centrales d'entraînement. Ce sont les ganglions lymphatiques. Ils n'ont pas uniquement ce rôle, mais bon. Et qui prennent justement en fait les cellules, ces cellules dont je viens de parler, qui sortent de l'école, ils les prennent en charge dès le sortie de ces écoles afin qu'elles acquièrent le permis de circuler dans les tissus et de tuer tout pathogène rapidement et efficacement. Bien sûr, pour effectuer toutes ces fonctions, ces cellules, ils ont besoin ce qu'on peut considérer comme des routes, des autoroutes et des échangeurs, à savoir, donc on a un réseau lymphatique et un réseau sanguin qui sont très très développés et des échangeurs, les ganglions lymphatiques qui permettent justement donc en fait des cellules avec des passages d'état activés, non activés entre ces routes. Comme on peut le voir, les réseaux lymphatiques comme le réseau sanguin sont des réseaux qui sont très très développés et qui permettent effectivement donc à ces cellules d'accéder à n'importe où au niveau du corps et d'accéder au lieu de l'infection. Et comme vous pouvez le voir dans le système lymphatique, là notamment donc partout il y a ce qu'on appelle les ganglions lymphatiques qui ont un rôle très très important. Et la rate aussi, dont on va parler tout à l'heure. Le système immunitaire, il s'est organisé notamment en mettant en place ce qu'on appelle une immunité innée et une immunité acquise. Alors l'immunité innée, comme on l'a dit, les cellules du système immunitaire se partagent des tâches complémentaires pour tuer un intrus. Certaines cellules, macrophages, granulocytes, cellules dendritiques, elles vont agir comme des soldats de première ligne, ce qu'on appelle l'immunité innée. C'est-à-dire qu'elles vont attaquer les pathogènes de manière non spécifique. Elles vont utiliser par exemple la même arme pour tuer un virus, une bactérie ou un parasite, indépendamment de leur spécificité ou de leur identité. C'est ce qu'on appelle l'immunité innée. C'est le cas, par exemple, donc, de toutes ces cellules, elles vont avoir des spécificités. Les granulocytes, par exemple, les basophiles, ils vont relarguer de l'histamine, qui sont considérés comme des sirènes d'alarme. Donc cette substance, elle va créer une réaction inflammatoire dans le site de l'infection, attirer des cellules du système immunitaire vers le site d'infection. Elles interviennent notamment dans les réactions allergiques. Les neutrophiles, elles vont tuer par phagocytose, c'est-à-dire qu'elles vont ingérer ces pathogènes, par exemple les bactéries. Les eosinophiles,
Elles vont s'attaquer principalement, par exemple, aux parasites. Elles se fixent dessus, mais sans les phagocyter, sans les manger. Mais elles déversent des granules qui contiennent des enzymes destinées à les détruire. En même temps, les neutrophiles et les eosinophiles, elles vont aussi produire des substances anti-inflammatoires et antihistaminiques pour limiter l'inflammation au niveau du site de l'infection. Puisqu'une inflammation non contrôlée peut être nocive pour les tissus. Donc, de toute façon, il n'y a pas que le système immunitaire, dans tout système biologique, il y a donc en fait une action et un rétrocontrôle. Les macrophages, ce sont des phagocytes tissulaires qui se différencient à partir des monocytes, comme je vous l'avais dit, qui eux, ils sont des phagocytes sanguins. Donc, les macrophages, ils tuent par phagocytose, ils ingèrent les pathogènes. Les enzymes lysosomiales et les radicaux libres de l'oxygène, notamment l'hypochlorite, ils vont tuer et digérer le pathogène à l'intérieur de ces vacuoles. Elles ont aussi un rôle dans l'opsonisation, l'utilisation d'anticorps qui vont justement immobiliser la bactérie ou le pathogène, et l'activation de cellules T et B qui, elles, sont des acteurs de l'immunité acquise. Alors, les cellules dendritiques, elles vont tuer les pathogènes aussi par phagocytose, mais leur rôle est crucial dans l'initiation de l'activation des cellules T et les cellules B naïves au niveau des ganglions lymphatiques. En fait, ce sont des super présentatrices. Elles ont le pouvoir d'initier une activation de ces cellules qui viennent à peine de sortir au niveau de la circulation sanguine, qui, au fait, elles ne sont pas encore capables de tuer un intrus. Les natural killers, donc ce sont des cellules assez particulières, on ne va pas rentrer dans les détails, mais c'est des cellules qui tuent les cellules infectées par un pathogène, par exemple un virus, qui dort à l'intérieur de la cellule et qui exprime donc certains antigènes au niveau de la surface de cette cellule, ou des cellules tumorales. L'activation de ces cellules NK peut se faire soit par ce qu'on appelle la cytotoxicité cellulaire dépendant des anticorps, on verra ça dans un autre cours, ou d'un MHC altéré. La liste des cellules cibles qui sont soit infectées par le virus ou bien des cellules tumorales se fait principalement par ce qu'on appelle les voies perforine-granzyme, mais également par les voies FAS. Ce sont des voies qui sont faites similaires avec des voies de cellules T, de certaines cellules T tueuses comme les TCD8. Maintenant, l'immunité acquise. Alors, les acteurs de l'immunité acquise, ce sont les cellules B et les cellules T. Elles agissent en deuxième ligne et constituent un corps d'élite. Donc, il y a comme une frappe chirurgicale et ciblée. Et dont chaque membre attaquera le pathogène via un seul déterminant antigénique. Bon, imaginez une bactérie, elle a plusieurs antigènes qui sont exprimés à sa surface. Donc, il y aura plusieurs T et plusieurs B. Chacun va l'attaquer par une de ces protéines qui est exprimée au niveau de la surface et ils vont l'attaquer. Donc, d'une manière très spécifique. La caractéristique la plus importante de ce groupe cellulaire, c'est qu'il garde la mémoire du pathogène, à vie ou pendant plusieurs années. L'expérience en effet acquise lors de la première infection et la mémoire du pathogène sont deux facteurs cruciaux qui permettent au système immunitaire de nous défendre contre les pathogènes de manière plus efficace en cas de récidive, donc en cas de réponse secondaire, comparé à la première attaque qu'on appelle la réponse primaire. La cellule dendritique. La cellule dendritique, au fait, c'est une cellule qui mérite une attention particulière. Cette cellule, elle est à la frontière entre l'immunité innée et l'immunité acquise. C'est une cellule tueuse. Elle phagocyte les intrus dans le lieu de l'infection. Ça peut être la peau, les tissus où se produit l'attaque. Et se dirige vers le ganglion lymphatique le plus proche. Exemple, en cas d'infection des voies orales, la cellule dendritique se dirigera vers les amygdales. On a tous eu des ganglions lymphatiques qui ont gonflé à un moment donné en cas d'infection. Ces cellules dendritiques sont des sentinelles messagères et activatrices de cellules T et B naïves. La cellule dendritique chargée du pathogène, elle va arriver donc depuis le lieu d'infection, elle va se diriger vers le ganglion lymphatique qui est un centre de rencontre et d'entraînement de cellules T et de cellules B qui sont encore naïves. Cette spécificité en fait une cellule présentatrice d'antigènes très puissante et différente des macrophages.
Bon, les cellules T et B naïves, pourquoi? Comme je vous l'ai expliqué, car elles sortent de l'école où elles ont juste appris à reconnaître le soi du non-soi. Elles peuvent circuler quand elles sont compétentes en quelque sorte, mais elles n'ont pas encore les armes et l'autorisation d'entrer dans les tissus au cœur de l'infection. Donc cette activation va leur permettre d'acquérir certains récepteurs qui vont leur permettre et de tuer et d'aller au niveau des sites d'infection tissulaire. Voilà, ces ganglions lymphatiques dont je vous ai parlé sont organisés en zones. Donc en fait, il y a des zones où ces cellules dendritiques vont activer dans la zone T, vont activer les cellules T. Il y a des zones où ce sont les cellules B qui seront activées. Le centre germinatif, un centre justement où ces cellules B vont garder la mémoire, devenir des plasmocytes, mais en même temps garder une mémoire de la réponse immune. Et comme vous pouvez le voir, donc autant les vaisseaux sanguins que les vaisseaux lymphatiques traversent ces zones pour permettre à ces cellules de circuler et de subir tout un état d'activation. La séquence d'activation des CTB, la cellule dendritique, comme je viens de montrer, va entrer dans la zone des cellules T. Elle présente dans une molécule d'histocompatibilité, ou MHC, plusieurs fragments de pathogènes à différentes cellules T. Mais toute cellule qui reconnaît un seul de ces fragments, elle est activée. Ces cellules T activées effectrices vont alors à leur tour aider les cellules B qui reconnaissent les antigènes sous leur forme native et vont produire des anticorps, vont devenir donc des plasmocytes. Idem, chaque cellule B qui reconnaîtra un seul fragment du pathogène. Donc, pour chaque pathogène, on va activer plusieurs cellules T et plusieurs cellules B. Elles vont être activées dans le ganglion lymphatique et vont travailler en groupe pour attaquer le pathogène. Donc, comme je vous les expliquais, il y a une zone T, une zone T, une zone B et elles vont toutes, au fait, subir une séquence d'activation qui vont leur permettre de devenir efficaces, de quitter le ganglion lymphatique et de se diriger vers le site de l'infection. Cette activation via la cellule présentatrice d'antigène qui a ingéré l'antigène va activer donc au fait les cellules T auxiliaires, ce sont les cellules T CD4. Ces cellules T CD4 vont participer à activer les cellules B qui vont devenir des plasmocytes et produire des anticorps, vont bien sûr aussi activer des macrophages et aussi vont activer des cellules T tueuses, les cellules T CD8. Les cellules B, comme je vous l'ai dit, une fois activées par ces cellules T auxiliaires, elles vont produire des anticorps. Les cellules B qui ont reçu le message d'activation vont se différencier en plasmocytes dans le centre germinatif, vont devenir des cellules super productrices d'anticorps. Les anticorps produits sont ensuite vont envoyer dans la circulation à l'affût du pathogène. Alors, les cellules T effectrices et les anticorps vont toutes partir vers les lieux de l'infection, aider les macrophages et les granulocytes de manière plus efficace à tuer les pathogènes. Ils peuvent aussi repérer le pathogène n'importe où dans le corps s'il s'échappe de lieu de l'infection, puisque de toute façon, elles vont continuer à circuler via le réseau lymphatique et les réseaux sanguins. Donc, pour résumer à ce niveau-ci, qu'est-ce qu'on a vu? On a vu que toutes les cellules du système immunitaire produites au niveau de la moelle osseuse. Donc, les cellules B, les cellules NK, les monocytes, les cellules dendritiques, les granulocytes vont se différencier au niveau de la moelle et quitter donc cette école en tant que cellules immunocompétentes, mais encore naïves. Pardon, je retourne. Sauf les cellules T qui, elles vont sortir en forme de pré-T. Elles vont faire un petit passage au niveau du thymus pour devenir des cellules T compétentes, mais naïves. Toutes ces cellules vont patrouiller et circuler via le réseau sanguin, mais aussi le réseau lymphatique. Les monocytes, en traversant les tissus endothéliaux, elles vont s'activer et devenir des macrophages. Les eosinophiles, les basophiles, comme les cellules dendritiques et les macrophages, sont des cellules qui vont être des cellules résidentes au niveau du tissu. En cas d'infection, elles sont déjà là à attendre
que le pathogène, s'il y a une attaque par un pathogène, pour le défendre directement, c'est l'immunité innée. Les cellules T, par contre, elles vont attendre le signal de ces cellules en cas d'infection, qui vont recruter, qui vont partir au niveau des ganglions lymphatiques. Ils vont activer ces cellules T et B qui sont naïves, en circulation et naïves, et qui vont leur conférer ce potentiel de devenir des cellules effectrices capables de tuer le pathogène. Donc, elles vont par la suite aller, en traversant, donc ayant subi une maturation au niveau des ganglions lymphatiques, elles vont partir au niveau des tissus. Les anticorps, certains plasmocytes, les anticorps, les cellules T effectrices vont aider les autres cellules et ils vont tuer le pathogène de manière très spécifique. Une fois ce rôle fini, et donc elles vont repartir au niveau de la circulation. Donc comme on peut le voir, le réseau sanguin, le réseau lymphatique, les ganglions, la circulation de toutes ces cellules permet justement au système immunitaire d'être partout et d'être efficace pour éliminer toute infection par un pathogène. Voilà. Maintenant, si on reprend la séquence depuis le début. Concernant la localisation d'une infection, prenons l'exemple d'un pathogène qui arrive au niveau de la peau. S'il parvient à traverser la barrière épidermique, les macrophages, les cellules dendritiques neutrophile, qui sont des sentinelles de première ligne et résidentes, comme je vous l'ai dit, vont attaquer immédiatement cet intrus indépendamment de son antigénicité. Les cellules tueuses s'attaquent à tout corps étranger de la même manière, une virus, une bactérie, un parasite. Le phagocyte le tue à l'intérieur du cytoplasme dans les vacuoles spécialisées ou en excrétant des substances toxiques, cytokines, enzymes, radicaux libres ou autres pour l'éliminer. Les cellules présentatrices d'antigènes utilisent des fragments de ce pathogène qu'elles viennent de phagocyter pour les présenter donc aux cellules T et aux cellules B. Donc il y a un relais pour l'immunité acquise. Cette première attaque immédiate, elle sert à éliminer le plus rapidement possible l'intrus, mais aussi à alerter ce corps d'élite du système immunitaire, les lymphocytes B et les lymphocytes T. La rapidité d'intervention de l'immunité innée est cruciale, car l'immunité acquise, elle est certes plus efficace, mais elle est plus lente à se mettre en place, en particulier lors d'une première attaque par un agent infectieux. L'alerte se fait via des substances chimiques, notamment les chymokines, qui guident les cellules effectrices vers le lieu de l'infection. Les cellules se déplacent selon un gradient de chymokines, c'est-à-dire du gradient le plus faible vers la faible concentration vers la haute concentration. Donc, elles vont être dirigées vers le lieu de l'infection où la concentration des chymokines est la plus élevée. Donc, pour reprendre ici, supposons on a une attaque par un pathogène au niveau de la peau. Ça peut être à ce niveau-là, qu'importe. Prenons cet exemple-ci. Donc, c'est un exemple où, normalement, c'est les ganglions de laine qui devraient prendre le relais. Donc, dès qu'il y a une infection, il y a des cellules du système immunitaire inné qui sont déjà résidentes, qui vont l'attaquer, le phagocyter. Ces cellules présentatrices d'antigènes, ayant phagocyté, elles vont partir chargées par ce pathogène dans les vacuoles, elles vont partir vers les ganglions lymphatiques. Arrivées aux ganglions lymphatiques, comme je vous ai montré, il y a plusieurs zones, les zones T, les zones B, les centres germinatifs et autres. Donc, ces cellules, elles vont activer les cellules T, qui vont devenir des cellules effectrices, et donc, du coup, elles ont le permis de se déplacer et d'arriver au lieu de l'infection, comme les cellules B, qui vont produire des anticorps, et certaines peuvent aussi se déplacer au niveau de l'infection. Arrivées au lieu de l'infection, on voit bien que donc elles vont attaquer de manière spécifique ce pathogène et ce de manière très efficace. Une fois leur travail fini, elles vont repartir en circulation. Vous voyez bien que ces cellules, avant d'arriver au niveau du ganglion, elles circulaient au niveau du vaisseau sanguin. Ce sont des cellules naïves, donc qui circulent, qui traversent les ganglions lymphatiques en attente d'une alerte. Une fois l'infection finie, ces cellules, elles vont continuer leur circulation, mais certaines vont devenir des cellules mémoire au niveau du centre germinatique
le germinatif. Et ces cellules mémoire, elles vont acquérir la capacité de vivre très longtemps. Ça peut être plusieurs années ou même à vie. Par contre, les cellules effectrices, elles vont circuler jusqu'à arriver au niveau de la rate où elles vont finir par être éliminées. Ces cellules mémoire, en fait, elles restent en circulation pendant des années en attente dans le cas d'une deuxième infection. Parce que ces cellules, en cas de deuxième infection, elles vont être beaucoup plus efficaces parce qu'en fait, tout ce processus d'activation primaire n'est pas nécessaire. Elles vont être capables d'être activées beaucoup plus rapidement et donc d'arriver directement au niveau du tissu et de tuer le pathogène. Voilà, donc ça c'est la séquence que je viens de vous expliquer. Les cellules T et B naïves qui circulent en attente d'un signal, l'attaque du pathogène, les cellules tueuses de première ligne vont tuer le pathogène et activer donc, et mettre en place une stratégie pour recruter les cellules de deuxième ligne, les cellules présentatrices qui vont en fait directement au niveau des ganglions lymphatiques, les ganglions lymphatiques où se déroulera l'activation des cellules T et des cellules B naïves, c'est la réponse primaire. Donc ces cellules T et B vont devenir donc des cellules activées, effectrices. Elles peuvent aller au lieu de l'infection pour tuer le pathogène. Une partie de ces cellules va devenir des cellules mémoire à durée de vie très longue. Elles vont être beaucoup plus efficaces en cas d'une deuxième attaque par le pathogène. Les cellules effectrices à durée de vie plus courte finiront au niveau de la rate et seront éliminées. Et surtout, donc, en fait, ce que je voulais vous montrer, c'est que le lieu de l'infection, donc les cellules, elles vont aller vers le ganglion lymphatique le plus proche pour justement, en fait, organiser une défense de deuxième ligne. Alors, comme je viens de vous le dire, mémoriser le passage de l'agent infectieux est crucial pour le système immunitaire. Les ganglions lymphatiques permettent la rencontre et l'activation des cellules B et des cellules T naïves, mais elles servent aussi à développer et à garder la mémoire du pathogène pendant plusieurs années. Comment? En fait, après activation des cellules tueuses, parmi elles, quelques cellules vont être sélectionnées pour vivre très longtemps. Elles garderont la mémoire du pathogène et en surveillance permanente, elles seront capables d'agir de manière plus rapide, plus forte et plus efficace si le même pathogène attaque le corps une deuxième fois. Donc concrètement, supposons dans le cas d'une maladie infantile bénigne chez l'enfant, bien portant, exemple la varicelle. La varicelle zona, le virus de varicelle zona VSV, avant, donc la première fois, la maladie va se déclarer car le système immunitaire n'a pas pu tuer le virus rapidement. Mais dès que l'enfant guérit, il ne l'attrape plus jamais. Pourquoi? Parce que pendant la période de l'infection, on acquiert une immunité définitive. Donc, même si le virus nous réattaque, le système immunitaire qui a gardé en mémoire la structure du virus et ses points d'attaque est forcément plus efficace. Il le tuera plus rapidement et ne lui laissera aucune chance de nous rendre malades une deuxième fois. C'est justement ainsi qu'est né le principe de la vaccination. Comment fonctionne un vaccin? Comme je viens de vous le dire, le principe de vaccination s'est inspiré et utilise la particularité du système immunitaire à garder la mémoire du pathogène lors d'une toute première attaque afin d'être plus efficace en cas de deuxième attaque. Prenons l'exemple d'un vaccin contre l'hépatite B. En cas d'infection, le virus de l'hépatite B parvient à échapper au système immunitaire. La maladie gagne le combat car l'immunité innée est inefficace et l'immunité acquise est trop lente lors d'une première infection. Le système immunitaire ne parvient pas à contrôler le virus qui s'installe et se cache dans les cellules du foie. Par contre, si le système immunitaire a été préparé avant l'attaque, il a une grande chance de se défendre plus efficacement. C'est le rôle du vaccin. Le vaccin contient une portion du virus. Il va faire croire au système immunitaire qu'il est attaqué. Ainsi, le système immunitaire réagit contre ce corps étranger, mais en marche des cellules T et des cellules B. Il crée un réservoir de cellules mémoire qui dormiront en attente. Si maintenant vraiment le virus de l'hépatite B nous attaque, le système immunitaire n'est plus surpris. Il réagit contre lui en mettant en marche massivement et immédiatement les cellules mémoire qui ont été préactivées par l'injection du vaccin,
qui contenait une partie du virus. Ces cellules mémoire le tuent, soit combat corps à corps ou via des cytokines ou encore des anticorps produits massivement. Donc avant qu'ils n'arrivent à se cacher dans les cellules du foie pour les infecter, on est protégé. Donc c'est ça le rôle principal de la vaccination. Plus de détails, visitez notre site, il y aura d'autres cours. Et si le cours vous intéresse, n'hésitez surtout pas à faire un commentaire. Merci.